sans plus attendre, nous allons nous lancer dans le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Donc, sur l'art de vivre prêt à exporter. Nous allons vous brosser un portrait des secteurs de l'art de vivre, notamment de la cosmétique, de la mode et des accessoires, de l'équipement de la maison aux États-Unis. Donc, nous avons avec nous toute l'équipe Amérique du Nord de Business France qui vous présentera à tour de rôle chaque secteur, puisque cette équipe est organisée en différents secteurs sur ce marché. Donc, avant de commencer, nous allons vous présenter la team France Export Outre-mer, donc Martinique, Guadeloupe et Guyane. Donc, moi, je suis Vanessa Victorin, je suis conseillère internationale, notamment en art de vivre et agroalimentaire sur la Martinique. Raïssa Goubenkern assure le même rôle en Guadeloupe et Patricia Calu à la Guyane. Et donc, nous sommes vos correspondants privilégiés sur ces marchés pour vous accompagner à vous développer aux États-Unis, mais aussi sur tous les autres marchés dans le monde. N'hésitez donc pas à nous contacter, vous aurez notre contact à la fin de la présentation. Donc, je vais passer la parole tout de suite à Marine François, qui va vous présenter l'équipe Art de Vivre. Et nous allons ensuite présenter le marché américain dans ce secteur. Merci Vanessa. Bonjour à tous, on est ravis de vous avoir aussi nombreux aujourd'hui. J'ai envie de dire Welcome to America à partir de maintenant. Pour ma part, je suis basée à New York depuis un peu plus de 12 ans. Et j'ai la chance en fait chez Business France d'animer donc l'équipe Art de Vivre qui est répartie en fait sur 4 territoires, sur 4 géographies. New York, San Francisco, donc les 2 côtes. Et puis après au Canada, on est à Montréal et Toronto. Alors je vous présenterai en fait brièvement l'équipe, parce qu'effectivement, comme l'a dit Vanessa, on est organisé vraiment en secteur d'activité, avec des binômes sectoriels sur chacun des grands pôles de l'art de vivre. Et puis ensuite, on aura donc nos experts sectoriels qui présenteront chacun à leur tour le marché de l'univers de la maison, le marché de la beauté et le marché de la mode. En dernier lieu, en fait, on présentera un programme qu'on a concocté en fait spécifiquement pour vous, donc avec la team France Export et en partenariat avec Chrysalis. Je vais passer au slide suivant. Et vous présenter du coup l'équipe Art de Vivre. Si Vanessa, tu veux bien me donner la main pour le slide. En fait, il faut lui demander d'abord et ensuite elle va vous redonner la main. Voilà, donc si tout le monde voit mon écran, vous voyez qu'en fait, on est 10 personnes. Alors, je reviens. Est-ce que vous voyez l'écran avec tous les visages? Ça passe pas chez moi. On est sur la slide informé, conseillé, préparé. Je sais, ça n'arrive pas à revenir en fait. Si quelqu'un peut juste repasser en fait au slide avant. Si tu utilises la flèche de ton clavier. Ouais, c'est ce que je fais en fait. Voilà. Donc là, normalement, vous avez en fait toute l'équipe qui a. Donc, on est 10 personnes en fait, comme je vous disais, réparties en fait sur 4 géographies et en 4 différents pôles. On est 10 personnes puisqu'on a notre directeur d'activité, donc Jean-François, qui est basé à Montréal. Et puis ensuite, des binômes en fait sectoriels. Donc, Laura et Marina sur la cosmétique, Anne Kitry, que vous allez voir sur la mode et accessoires, François-Yves et Patricia, qui sont du coup sur l'univers de la maison, du jardin, mais aussi tout ce qui est décoration intérieure et produits en fait prescrits par architectes et décorateurs d'intérieur. Et puis Catherine et Aboubacar, qui sont sur les secteurs en fait sport, loisirs, nautisme, culture et tourisme. Et alors notre action du coup en Amérique du Nord, donc on a un petit peu, trois fonctions, et c'est là-dessus qu'on peut aussi vous appuyer dans vos développements en fait aux États-Unis et au Canada. On a une fonction qui est celle en fait d'informer, donc vous préparer vraiment sur les marchés, c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
par l'intermédiaire de webinaires, mais on a aussi des fiches marché qui existent. On a des guides des affaires qui vous expliquent un petit peu les pratiques des affaires sur les différents pays. Donc ça, c'est la fonction information. On a une fonction effectivement conseil et préparation, parce que le marché américain, c'est celui dont on parle aujourd'hui, est très compliqué, très concurrentiel. Il faut être bien préparé. Et donc, on vous aide en fait par l'intermédiaire de notre action avec des études, des diagnostics de vos outils pour voir si vous êtes bien prêt en fait pour exporter, des études de préimplantation au cas où vous pensiez avoir un bureau en fait sur place. Et on vous prépare avec des masterclass, notamment sur le pitch pour vous aider à lever des fonds. Voilà. En dernier lieu, en fait, on a vraiment cette fonction qui est de mise en relation, on va dire, avec des potentiels acheteurs et partenaires, donc dans le cadre de votre développement commercial. Et puis toute la partie accélération. Vous avez par exemple un petit peu déjà des courants d'affaires avec quelques boutiques ou quelques chaînes aux États-Unis. Et on vient, nous, vous appuyer dans le business development pour développer vos courants d'affaires sur place. Donc, cette fonction, finalement, de se projeter sur le marché, d'accélérer votre présence. Voilà. Et donc, avec le programme Scale Up, dont on parlera en fait en dernier lieu, on arrive en fait à cumuler tous ces aspects, donc à la fois de la préparation, mais aussi de la mise en relation et de l'accélération dans vos développements sur le marché. Voilà, j'en ai fini, donc je vais laisser la main en fait aux experts sectoriels et on va commencer du coup par la mode. Merci à tous. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler du marché de la mode aux États-Unis. C'est le slide suivant. Donc, tout d'abord, pour parler du marché américain dans son ensemble, il faut savoir qu'aux États-Unis, on a environ 10 grandes villes dans lesquelles se concentrent vraiment les pôles de richesse, les pôles économiques et les pôles de consommation. Donc, pour un développement aux États-Unis, on va se focaliser sur ces grandes zones. Ça représente environ 20 à 25% des consommateurs, tandis que sur d'autres, en dehors de ces zones-là, on a un consommateur plus masse, donc qui ne va pas vraiment correspondre à l'offre des produits français. Alors, le marché de la mode représente 419 milliards de dollars entre les USA et le Canada, à savoir que ça représente 5 fois l'économie de la mode française. Alors, en ce qui concerne le Covid, c'est un secteur qui a été assez impacté l'année dernière, notamment parce que ça représente des biens non essentiels dans leur ensemble. On a beaucoup de détaillants de mode qui ont fait faillite, qui ont dû fermer leurs portes, parfois des chaînes qui ont fermé plusieurs centaines de magasins. Et ce qu'on appelle des furloughs, donc des employés qui ont perdu leur emploi de façon temporaire ou définitive. Et beaucoup de magasins de la mode ont dû s'adapter au e-commerce. Cependant, on a quand même, malgré ces points noirs, des perspectives de croissance très rapides sur l'industrie de la mode aux États-Unis. On va passer au slide suivant. Voilà. Alors, en termes de consommation, comme vous pouvez voir avec les chiffres suivants, vraiment, la pierre angulaire de la mode, c'est le secteur de la femme, qui représente 28% des ventes, suivi juste après des vêtements de sport, hommes et femmes confondus, qui représentent une très grande partie de la consommation. En ce qui concerne les canaux de distribution, vraiment, ce qui est important, c'est la place du e-commerce qui représente 38% des ventes en 2020. C'est une place vraiment prépondérante, à savoir qu'en 2019, donc avant crise, on était déjà à 26% de e-commerce sur les États-Unis. Donc, c'est vraiment un secteur très, très important et c'est un marché très digitalisé. Nous y reviendrons juste après lorsqu'on vous parlera des tendances du marché. Les détaillants, revendeurs, multimarques, prêt-à-porter et chaussures, quant à eux, représentent 33% de la distribution. Si on va un peu plus en détail sur les canaux de distribution, je vais passer au slide suivant. Voilà.
Donc, il y a plusieurs façons de s'implanter ou de développer son activité sur le marché américain dans le secteur de la mode. Donc, attendez, voilà. Pardon pour les slides. Donc, on a une multitude de showrooms ou d'agents qui représentent des marques. Souvent, certains sont focalisés sur des marques européennes. La façon dont ils fonctionnent, c'est que voilà, ils représentent la marque, ont la relation avec les revendeurs et prennent environ 10 à 15% sur les ventes. Et souvent, il faut ajouter des frais fixes s'il y a une présence physique dans le showroom et qui varie selon la place que vous prenez en tant que marque dans le showroom et aussi selon le standing du showroom et des marques qui sont représentées. Ensuite, on a aussi les importateurs, distributeurs classiques qui, eux, achètent la marchandise et ensuite gèrent complètement toute la distribution. À savoir qu'avec ce modèle, la marque perd un petit peu le contrôle de ce qui se passe sur le marché, mais tout est géré par cet importateur. Alors, sur la mode, c'est un modèle qui existe de moins en moins. Ce sont vraiment les showrooms qui prennent le pas et qui, aujourd'hui, vont proposer de nouveaux services comme la logistique ou même le marketing. Donc, c'est vraiment le showroom qui prend de plus en plus de place par rapport à l'importateur sur la mode. Et après, il y a aussi la possibilité de gérer toute la distribution en direct depuis la France, où là, c'est la marque qui détient la relation avec chaque revendeur ou chaque boutique avec laquelle il travaille. Ça demande un peu plus d'investissement et de temps, mais ça peut représenter un moindre coût pour les marques. Vous pouvez aussi participer à des salons professionnels. À savoir, voilà, en 2020, donc tout est passé en digital, comme vous le savez. Et pour 2021, aux États-Unis, les salons vont reprendre en physique dès cet été. Voilà, je vais laisser la parole à Kitri qui va vous parler plus en détail des tendances sur la mode. Ouais. Je te laisse mettre la slide. Alors, en ce qui concerne les tendances, donc le marché américain, il faut savoir qu'il est très codifié et qu'il y a une forte catégorisation du vestiaire. Et parmi ces catégories, il y en a deux qui sont en plein boom actuellement et qui ont largement bénéficié de la crise, que sont donc l'athleisure et le sportswear et le loungewear. Donc, il y a des nouveaux codes vestimentaires plus décontractés, aussi bien dans un contexte professionnel que dans un contexte de loisirs ou d'activité sociale. Il y a une montée d'un mode de vie privilégiant santé, bien-être et activité physique. Et du coup, ces tendances alimentent les ventes de produits de vêtements de sport, tels que les leggings, les baskets, les survêtements. Et en contrepartie, les vêtements plus formels, tels que les cravates ou les ceintures, sont en baisse, par exemple. Et puis pour le loungewear, même chose, c'est une tendance qui a bénéficié de la crise sanitaire. Tout ce qui est body positif et inclusion, donc il faut savoir que les femmes américaines taillent entre le 46 et le 48 majoritairement, donc le marché plus size est très important, que pendant longtemps il y a eu un clivage entre les marques de mode et les marques plus size, mais que ce clivage est en train de se diminuer de plus en plus puisque les marques de mode tendance ont élargi leur sizing et maintenant proposent des tailles très larges. Et on observe ça parmi les marques comme Madewell, J.Crew, Nike, mais aussi des department stores comme Nordstrom ou Target. Concernant la mode éco-responsable, c'est une tendance qui prend de plus en plus d'importance, qui a été renforcée cette année par la crise sanitaire. Mais les consommateurs veulent plus de transparence et d'engagement de la part des marques. Et on voit à la fois des grands groupes qui mettent en place des programmes ou qui lancent des produits liés au développement durable, mais aussi une multitude de marques plus jeunes qui ont l'écologie au cœur de leur ADN et qui combinent désirabilité, éco-responsabilité et prix abordable. Et revente et occasion, donc c'est un marché qui prend de plus en plus d'ampleur également, qui devra atteindre 64 milliards de dollars en 2024. Il est composé de deux grandes catégories, les friperies, les magasins physiques d'un côté, et tout ce qui est plateforme de revente ou de location de vêtements ou revente entre particuliers.
Donc voilà pour les tendances. Concernant le e-commerce, donc on l'a dit, le e-commerce est un levier fort de croissance. Le marché américain est très digitalisé. L'acheteur américain a l'habitude d'acheter en ligne, ça lui pose aucun problème de laisser sa carte bancaire. Il utilise beaucoup Internet pour comparer les prix. Et pour les marques, cela permet de communiquer de manière plus authentique et contrôlée en direct avec les consommateurs. À noter qu'il y a une forte tendance en ce moment sur le paiement en plusieurs fois. La plupart des sites américains le proposent via des intermédiaires qui s'appellent Klarna, Affirm ou Afterpay. Et l'avantage de ces services, c'est qu'ils proposent un paiement sans frais en plusieurs fois et ils permettent aux consommateurs d'accéder à des pièces plus chères. Concernant le parcours d'achat, donc on est passé d'un parcours d'achat multicanal avant crise à un parcours d'achat qui est beaucoup omnicanal en ce moment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le parcours commence souvent en ligne. Il y a parfois un passage via la boutique ou directement en ligne en ce moment avec la crise. Et de nouvelles formes et de nouveaux services innovants sont apparus pour permettre notamment aux magasins plus petits qui n'avaient pas forcément de magasins en ligne de continuer à vendre avec ce qu'on appelle le curbside pick-up, le click and collect. Ou le drive-thru. Donc, les points de vente se sont adaptés très rapidement à la crise pour continuer à vendre auprès des consommateurs. En termes d'autres services innovants, on voit de plus en plus des investissements forts en technologie avec tout ce qui est réalité virtuelle et live stream shopping où il y a de nombreuses marques comme des grosses marques comme Levi's par exemple ou Tommy Hilfiger qui utilisent cette technologie pour présenter leurs produits, interagir avec leurs consommateurs de plus en plus. Voilà. Et enfin, un petit mot sur les réseaux sociaux. Le temps moyen sur les réseaux sociaux par jour est de 2 heures, quasi 2h30, donc ce qui représente 50% du temps que chaque personne américaine passe sur son mobile. Et il y a un engagement fort envers les marques suivies. Et il y a une multitude d'influenceurs, donc des influenceurs stars, mais aussi une multitude de plus petits influenceurs qui sont spécialisés sur certains créneaux ou même carrément qui sont stars que dans certains États. Donc voilà, si vous voulez travailler avec, ça vaut le coup de regarder tout cela. Et enfin, pour finir, à garder en tête pour le marché américain. Donc, c'est très important d'adapter son offre, son prix et son positionnement. Le marché américain, il est différent. Il faut bien prendre en compte, par exemple, les différences de taille et les goûts des consommateurs. La taille moyenne aux États-Unis est le LXL, qui est une taille 46. Et le poids moyen est 75 kg versus 63 kg en France. Concernant le prix, donc concernant le prix, l'acheteur américain est prêt à mettre le prix pour payer des produits français, gages de qualité, mais il faut qu'il y ait la qualité derrière. Voilà, il y a un prix psychologique à ne pas dépasser, donc il faut quand même être gage à proposer des produits de qualité derrière. Travailler son storytelling, bien sûr, avoir un service de clientèle irréprochable parce que c'est très important ici. Le service client est très important. Le client a l'habitude d'être livré très rapidement. Il attend 1 semaine en moyenne. Il retourne aussi beaucoup. Donc, il faut avoir un service client qui est très agile. Et enfin, avoir une grille tarifaire pour les boutiques et les retailers déjà préparée en dollars, prix ex-work ou DDP. Voilà pour la mode. Bonjour à tous. Donc, du coup, je vais passer sur la beauté. Je vais changer les slides. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'industrie mondiale de la beauté représentait 532 milliards de dollars. Et les États-Unis, à eux seuls, sont actuellement le plus grand marché de la beauté au monde, avec un chiffre d'affaires de 92 milliards de dollars en 2019, soit 2% de croissance depuis 2018. On estime une croissance prévisionnelle sur l'année 2021 à plus 5,01%, en considérant qu'aujourd'hui, l'industrie de la beauté et de la cosmétique est l'un des marchés qui connaît la plus rapide croissance sur le marché américain.
Donc, comme toutes les industries, bien sûr, le marché américain de la beauté a été impacté par la Covid. Mais là, encore une fois, le marché de la beauté étant tellement grand et général que ce n'est pas tous les segments et toutes les catégories de produits qui en ont souffert. Le marché du maquillage, par exemple, a été très impacté. Par contre, d'autres segments comme tout ce qui est hygiène personnelle, savon, soins pour les cheveux, skincare, ont quant à eux explosé sur l'année 2020-2021. Donc, il faut savoir que le marché américain est un marché mature. Chaque année, on compte environ entre 6 000 et 8 000 nouveaux produits qui sont mis sur le marché et seulement 80% d'entre eux qui continuent d'exister 2 ans après. Donc, voilà, il faut vraiment arriver avec un produit différencié et une innovation particulière, mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Donc là, dans les produits qui ont été aussi énormément, qui ont bien fonctionné sur l'année 2020-2021, ce sont tous les accessoires de soins pour le visage qui se sont placés vraiment en 3e position, comme les rouleaux de jade, les masques, tout ce qui est accessoires pour le skincare, ça a connu une croissance de 83%. Donc, une belle croissance pour cette catégorie-là. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, toutes les catégories skincare qui vraiment a été les produits phares. Et dans ces skincare, ceux qui ont été recherchés le plus par les consommateurs et qui ont été le plus achetés, ce sont les sérums qui ont connu une croissance de 49%. Là, les sérums, la particularité, c'est que c'est des produits qui sont adaptables à tous les types de peau, qui peuvent être utilisés seuls pour les peaux normales ou en complément pour les peaux un peu plus grasses. Ensuite, les toners rétinol anti-âge hydratant restent les best-sellers sur les catégories skincare parce que la consommatrice continue de faire attention à sa peau, à la protéger de tout ce qui est pollution, soleil, etc. Et c'est en ça que le sérum vitamine C est le produit hit de l'année. Aujourd'hui, que ce soit les distributeurs ou les retailers, ils sont vraiment très en demande de ce genre de produits. Ensuite, en termes de tendance, attendez, c'était pas les slides qui étaient. Voilà, dans les tendances et dans les. Pardon. Dans les tendances et dans les besoins des consommateurs, aujourd'hui, on parle vraiment de Skintelligent Consumers, c'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment une transparence sur les ingrédients et sur l'histoire de la marque. Donc, tout le storytelling qu'il y a autour de l'ingrédient phare, du fondateur, de la raison d'être finalement de la marque est aujourd'hui un des critères d'achat pour tous les consommateurs de produits de beauté. Et on parle également de skinimalism, pardon. Donc, c'est vraiment des produits simples, safe, qui soient compréhensibles. Aujourd'hui, ils sont très regardants sur la liste d'ingrédients, sur la naturalité des produits, sur les ingrédients qui sont utilisés. Donc, c'est vraiment aujourd'hui ce que tous les consommateurs recherchent et ils sont en mesure de savoir lire toutes les listes d'ingrédients pour pouvoir bien comprendre chaque effet de chaque ingrédient sur la peau. Donc, des consommateurs qui sont continuellement en quête d'innovation et de nouveautés. C'est ce qui fait aujourd'hui que les indie brands, donc les marques indépendantes, les plus petites marques nouvelles et inconnues, plus axées justement sur ces ingrédients phares et sur la qualité de sa formulation, ont pu voir le jour et avoir énormément de succès et d'intérêt auprès des consommateurs américains. Toujours, comme je le disais juste avant, des produits clean ou à base d'ingrédients naturels, non toxiques. Donc, quand on parle de produits propres, ce sont des produits durables, naturels, exempts de tel ingrédient non toxique ou végétalien. Il faut savoir qu'en termes de labels, les labels européens ne sont pas connus ou reconnus de la même façon aux États-Unis. Les labels vegan, cruelty-free sont ceux qui connaissent le plus d'intérêt et qui fonctionnent le mieux sur le consommateur américain. Aujourd'hui, un label cruelty-free ou vegan aura plus d'impact sur le consommateur qu'un label écologique, par exemple. Donc voilà, les tendances montrent aussi que les Américains, cette année, ont énormément cherché tout ce qui est produit bonne mine. Donc, ils étaient 3,2 fois plus prêts à acheter un produit qui contenait le terme glow. Donc, ça, c'est vraiment aussi un des engagements et des grandes tendances sur l'année 2020-2021. Et aussi tout ce qui est l'engagement social de la marque.
les marques américaines ont toutes surfé sur le Black Lives Matter, toutes celles qui s'engagent aussi en termes d'écologie, en termes de RSE, fonctionnent énormément. C'est des choses à mettre énormément en avant. Aujourd'hui, des marques comme L'Oréal ou Unilever sont prêts à introduire un nouveau label concernant l'empreinte carbone de leurs produits pour guider vraiment les acheteurs à acheter les produits les plus écologiques. Et enfin, les marques les plus recherchées par les consommateurs américains. Donc, par ordre, il y avait The Ordinary, DHC, La Roche-Posay et Bioderma. Donc, beaucoup de marques françaises. Je vous l'ai mis là pour que vous puissiez comprendre que l'intérêt des marques étrangères françaises, de par la formulation, est très recherchée et toujours très demandée. Et The Ordinary, parce que c'est une indie brand qui a... je voulais m'y attarder un petit peu parce que c'est une belle success story, une marque indie qui s'est vraiment positionnée sur l'innovation de ses ingrédients et par la transparence finalement de ses formulations. Donc, ils sont arrivés avec une belle présence numérique et marketing. Ils se sont engagés tout de suite à répondre à l'ensemble des personnes, des consommateurs sur leur site internet, sur leurs réseaux sociaux. Ils sont arrivés avec une belle innovation produit, une formation clinique avec un actif phare et des formulations propres et un réseau de distribution principalement sur le e-commerce et quelques produits également en chaîne de retail et une stratégie de prix alors là un peu plus imbattable. Ils se sont positionnés sur des prix assez bas pour leur formulation. Donc voilà, c'est vraiment une marque aujourd'hui qui s'est fait racheter par Estée Lauder et qui a été une belle success story en termes de indie brands. À la slide suivante. Maman. Pardon, j'ai aussi mon invité à côté de moi. Je vais essayer de... J'arrive pas à passer la slide, pardon. Bon, sur les modèles... Sur les modèles de distribution, donc là, un peu sur le même modèle que la mode, vous avez la possibilité de passer par un importateur-distributeur, des agents indépendants ou la vente en direct. Donc, chaque réseau, chaque modèle de distribution, finalement, a son avantage. Le modèle de l'importateur-distributeur, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est assez recherché, mais ils sont, eux, de plus en plus, comme ils savent qu'ils sont de plus en plus demandés, ils sont de plus en plus piqués sur les marques, les références dans leur portefeuille de produits. Comment ils fonctionnent? Donc, eux, ils achètent, ils stockent, ils se chargent de la vente des produits via leur force de vente et ils ont une marge assez importante comparée à d'autres modèles de distribution. Les agents indépendants qui commencent à tirer de plus en plus leur épingle du jeu parce qu'aujourd'hui, les importateurs et distributeurs, comme je le disais, sont de plus en plus regardants sur les marques qu'ils référencent. Donc, les marques peuvent se tourner aujourd'hui vers des réseaux finalement de vente qui prennent, eux, des commissions sur les ventes. Donc en moyenne, comme j'ai mis, entre 15 et 20%, ils n'achètent pas les produits. Et là, par contre, pour les entreprises, c'est d'avoir un stock logistique sur place avec ce format de distribution. Et ensuite, la vente en direct. Donc, il y a certains retailers qui importent les produits en direct ou qui travaillent directement avec des brokers pour pouvoir importer vos produits et les stocker également. Et la vente en direct concerne également le e-commerce. Donc là, ensuite, ces importateurs, distributeurs, ces agents ou les ventes en direct vont se segmenter sur plusieurs canaux de distribution. Donc, la partie e-commerce, donc il y a des pure players qui sont uniquement dédiés à la vente en ligne, là comme Skin Store, Dem Store, Detox Market. Mais Detox Market avait des magasins, donc j'ai mis là, mais il a pris ce virage plus numérique, mais il avait également deux magasins, des magasins également aux États-Unis et Canada. On a aussi le canal des beauty spécialistes. Donc là, c'est vraiment tous les retailers qui sont uniquement dédiés à la beauté, donc comme Sephora, Ulta, Folin, Credo Beauty. Les drugstores qui, eux, se positionnent plus sur des produits un peu plus dermocosmétiques et un peu plus mass market finalement que les beauty spécialistes, où là, les marques un peu indie, un peu premium ont plus leur place. Ensuite, il y a une montée, on voit de plus en plus, notamment pour les marques indépendantes, les nouvelles marques, c'est tout ce qui est les concept stores et les apothicaires.
de plus en plus aujourd'hui, comme Urban Outfitters, CEO Bigelow, Anthropologie, prennent le pari d'aller avec des nouvelles marques qui ne sont pas encore connues sur le marché américain parce qu'elles ont été séduites par le concept ou par l'avantage différentiel de la marque. Donc, c'est vraiment un créneau qui, je dirais, est de plus en plus montant pour les marques, les nouvelles marques qui se lancent sur le marché. Et ensuite, les department stores, eux, là, ce sont des chiffres de 2019. Je n'avais pas eu les chiffres à jour de 2020. Les department stores et le canal de distribution qui a le plus souffert finalement de l'impact de la Covid, mais qui représente quand même pour les produits premium haut de gamme un bon réseau de distribution. Et ensuite, pour les produits plus mass market, mais qui a su tirer son épingle du jeu parce que voilà, le one-stop shop pendant la Covid, c'est vrai que le consommateur qui allait finalement faire ses achats d'épicerie ou autres pouvait aussi acheter ses produits de maquillage ou de soins. Donc aujourd'hui, les supermarchés type Target, Whole Foods, etc. se positionnent vraiment sur des produits avec une belle offre, que ce soit sur du supermarché, ils essayent d'avoir finalement ce petit créneau clean beauty, produits propres. Target aussi là, a annoncé qu'il allait investir sur tout ce qui est produits black owned sur 2021. Donc voilà, avec des segmentations différentes, ils prennent de plus en plus de parts de marché sur le segment de la beauté. Donc là, je vous ai mis quelques lignes sur la réglementation cosmétique, mais je crois que vous avez un atelier spécifique. Voilà, c'est juste de savoir que les produits cosmétiques doivent être conformes aux mêmes lois et réglementations que les produits fabriqués sur le territoire. Il n'y a pas d'enregistrement nécessaire auprès de la FDA pour tout ce qui est produits cosmétiques. Il faut juste être sûr que votre produit tombe bien dans la catégorie cosmétique et non pas médicament, parce que là, du coup, vous aurez l'obligation d'aller vous inscrire sur le site de la FDA. Par contre, il existe un programme d'enregistrement volontaire pour toutes les entreprises qui souhaitent s'enregistrer volontairement finalement sur les États-Unis. Donc voilà, je ne vais pas aller plus dans le détail. Oui, faites attention aussi aux allégations. C'est ça qui est très important, à la fois sur vos packaging et sur vos supports de communication. Parce que voilà, la partie réglementaire sur laquelle il faut faire attention, c'est la différence entre le label et le labeling. Le label, c'est tout ce qui touche vos packs primaires, vos packs secondaires, c'est vos allégations de produits, vos claims. Et le labeling, c'est tout ce qui touche finalement vos réseaux sociaux, vos brochures, c'est votre site internet. Donc là aussi, il faudra faire attention aux allégations que vous mettez en place sur tous vos supports de communication. Ils ne sont pas uniquement du coup liés au produit en tant que tel. Donc voilà, donc à garder en tête pour le marché américain, c'est vraiment d'adapter votre produit et le discours au marché, donc avec une communication en anglais bien sûr et compréhensible par le consommateur américain. Ne pas hésiter à développer des collaborations avec des marques locales, mais pas forcément des marques cosmétiques, ça peut être des influenceurs ou des marques dans le prêt-à-porter. Voilà, tout ce qui est lifestyle, finalement, ça fonctionne très, très bien. Travailler le storytelling de la marque. Donc, comme je l'ai dit, toute l'histoire sur les prémices de la marque, votre différenciation sur le fondateur, sur le pourquoi de l'existence de la marque, ça fonctionne énormément. Vos engagements, tout ça, tout le discours positif que vous pouvez avoir autour, si vous vous engagez dans une cause forte, dans une mission, c'est vraiment des choses à mettre en avant qui est essentiel sur le marché américain. Et là, comme sur la mode, les clients sont très exigeants sur les envois de produits et la disponibilité des produits. Donc, il faut avoir un service à la clientèle irréprochable, donc s'entourer de partenaires sur la partie logistique, service après-vente, qui puissent vous appuyer sur ce niveau-là. Et la transparence qui reste toujours très importante, que ce soit sur vos ingrédients, sur la formulation de vos produits et qui touche aujourd'hui énormément le consommateur.
Donc voilà, et la présence aussi sur les réseaux sociaux qui est vraiment indispensable. Là, il y a une étude qui a été mise en place et 82% des femmes ont indiqué qu'elles pensaient que les médias sociaux étaient un moteur des tendances en suivant et vraiment déclencheur d'achat finalement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'indispensable à avoir en arrivant sur le marché américain. Et bien sûr, comme sur la mode, avoir une grille tarifaire en USD, en export sous DDP à préciser et puis à négocier bien sûr avec selon votre partenaire de distribution. Donc voilà pour la partie cosmétique et beauté. Je vais laisser la main à mes collègues. Parfait, merci Laura. Du coup, François et Patricia. Ah, bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Ah, super, ok. Attendez, je suis allé trop loin. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis basé à New York et j'accompagne essentiellement des entreprises dans le meuble, dans la décoration. Donc, sur cette brève présentation du marché, je me suis appuyé essentiellement sur les produits qui sont vendus en magasin et pas ceux qui sont prescrits pour des projets de décoration intérieure, par exemple. Donc, je voulais commencer par une petite introduction par rapport aux États-Unis. Donc, on fait vraiment référence à un pays, mais à plusieurs marchés. Voilà, c'est un grand pays en taille, mais aussi avec 330 millions d'habitants. Les consommateurs ne sont pas les mêmes entre la côte Est, la côte Ouest, le Texas, par exemple. Donc, par exemple, le mobilier compact, il est beaucoup plus populaire dans des villes comme New York ou San Francisco, sachant que les appartements sont beaucoup plus petits. Après, dans des États comme le Texas, les habitations, ils sont beaucoup plus importantes en taille et du coup, le mobilier de grande taille est beaucoup plus commun. Après, au niveau des chiffres, je trouve le premier chiffre que vous pouvez voir sur le tableau qui est assez intéressant parce que les dépenses en articles pour la maison sont 2 fois plus importantes aux États-Unis qu'elles le sont en France. Les Américains dépensent beaucoup, que ce soit au niveau des meubles ou les articles pour la cuisine, par exemple. Et comme je le disais aussi, les habitations, proportionnellement, ils sont beaucoup plus importantes en taille. Et ça justifie du coup des dépenses supplémentaires pour pouvoir aménager son intérieur. Donc très rapidement, donc j'ai distingué la taille du marché, les deux marchés, donc celui des meubles et des articles pour la maison. Donc c'est le tableau du haut. Donc vous pouvez voir que ça comprend tout le mobilier de jardin, mais aussi d'intérieur, plus le luminaire, les tapis et puis d'autres articles comme ça pour l'intérieur de la maison. Après, j'ai aussi distingué les arts de la table et les articles de cuisine. C'est un marché à part et je pense que c'est intéressant de pouvoir vraiment voir la différence. Donc, au niveau taille, le marché des meubles et des articles pour la maison, il est de 154,2 milliards de dollars en 2019. C'est un marché qui se porte très bien, qui est en croissance tous les ans et ce depuis des décennies. Donc c'est vraiment un secteur qui fonctionne bien. Bien sûr, il y a des segments qui fonctionnent mieux que d'autres et on va pouvoir le voir dans une des slides suivantes. Le marché des arts de la table et des articles de cuisine, donc ça comprend tout ce que vous mettez sur la table, donc les couverts, les assiettes, les verres, et puis aussi les articles de cuisine, donc casseroles, poêles, etc. Au niveau de taille, ça représente 14,4 milliards dollars de ventes en 2019 et c'est pareil, c'est un marché qui est en bonne santé, en croissance permanente depuis plusieurs années et ce qu'on peut envisager dans les années à venir, c'est aussi très positif. Au niveau de la segmentation du marché, donc vous pouvez voir que sur le diagramme de gauche, les meubles de chambre, le linge de maison représente les catégories les plus importantes.
Et sur la slide et sur le diagramme de droite, vous pouvez voir que ce sont plutôt les ustensiles de cuisine et les articles de cuisson qui représentent une grande majorité de ce marché au niveau des ventes. Les secteurs porteurs, donc là, je vous en ai mis quelques-uns, et ce sont des secteurs qui ont très bien fonctionné l'année dernière, en 2020, qui continuent de bien fonctionner. Et ça, c'est bien sûr dû à la crise Covid que nous avons tous pu vivre, avec les Américains passant beaucoup plus de temps à la maison. Ils ont dépensé davantage pour pouvoir meubler leur intérieur, sachant qu'ils y ont passé beaucoup de temps et ils y ont travaillé. Donc, on a pu voir des dépenses assez importantes en meubles de bureau. Là, ça reflète pas vraiment l'année 2020 parce que les chiffres ne sont pas encore partagés, mais vous pouvez voir que ce sont des catégories qui fonctionnent très bien. Les articles de cuisine, la vaisselle. Donc, si vous êtes dans ce segment-là, les États-Unis, il faut que vous y intéressez, parce que la France est très bien positionnée dans ce segment-là. Les consommateurs américains le savent très bien. Et ça, c'est particulièrement dû à des marques très connues qui ont pu vraiment forger le marché. Et je pense, par exemple, dans les articles de cuisine, à Le Creuset ou Staub, qui sont extrêmement présents. On pense aussi à toutes ces marques de porcelaine de Limoges comme Bernardo, le Cristal, les produits de senteur avec, bien sûr, la Capitale Grasse qui est en France. Donc, tout ce qui va sur la table ou dans la cuisine, en fait, la France est très bien positionnée en termes d'image de marque, et toutes les petites marques, en fait, peuvent profiter de cette tendance, en fait, et donc pouvoir développer des courants d'affaires intéressants avec des Américains. Les canaux de distribution, donc là, sachant qu'il est déjà, je crois qu'il nous reste à peu près 12 minutes, donc je vais aller assez vite, mais le e-commerce, c'est vraiment un canal de distribution auquel il faut s'intéresser, parce que les chiffres sont en hausse constante, même avant crise Covid. Il y a de plus en plus de plateformes spécialisées qui permettent à des marques françaises de pouvoir toucher un maximum de consommateurs. Bon, bien sûr, vous connaissez probablement le groupe Wayfair. Après, on peut se dire, bon, Wayfair, c'est peut-être pas la plateforme la plus haut de gamme, mais il faut savoir qu'ils ont 5 plateformes différentes avec une offre de produits différentes et des prix aussi, et des gammes de prix qui diffèrent. Et du coup, par exemple, la plateforme Perigold.com, qui est plutôt spécialisée dans les produits haut de gamme, c'est une plateforme très intéressante pour les marques françaises qui sont plutôt dans un positionnement haut de gamme. Mais vous avez aussi d'autres plateformes comme First Dips ou One Kings Lane, où on retrouve beaucoup de marques françaises, des marques de designers, mais aussi des marques plus mainstream, de produits haut de gamme et qualitatifs. Après, les canaux de distribution dans ce marché qui sont un peu en perte de vitesse, je dirais, ce sont le canal des distributions des grands magasins. De moins en moins, les gens achètent du mobilier ou des articles pour la maison en grands magasins. En général, c'est plutôt une clientèle un peu plus âgée qui continue à acheter en grands magasins, ou alors pour les registres de mariage, ça reste aussi, les grands magasins restent très populaires et demandés. Et puis, bien sûr, vous avez les magasins spécialisés, donc aussi bien pour les meubles et les articles pour la maison, mais aussi pour les arts de la table et les articles de cuisine. Donc, vous pouvez voir, c'est un des canaux de distribution les plus importants pour ce type de produit, et ça continue à être un canal très important. Ils sont tous click and mortar, c'est-à-dire qu'ils vendent bien sûr dans leur point de vente traditionnel en magasin, mais ils vendent aussi en ligne, parce qu'aujourd'hui, un retailer ne peut pas se permettre de ne pas vendre sur Internet. Les principaux acteurs du marché, donc là, je vous en ai mis quelques-uns. Le plus important, c'est le groupe Bed Bath & Beyond, avec plusieurs chaînes de magasins spécialisés dans les articles pour la maison. Home Goods, bon là, c'est plutôt, ils sont plutôt connus pour les fins de série.
les fins de collection, mais ils ont aussi leur propre marque en propre. Donc, ça peut être intéressant si si vous proposez du private label. Ensuite, au niveau haut de gamme, et on pense bien sûr à Williams-Sonoma ou Crate & Barrel, RH. Donc là, vous pourrez trouver de nombreuses marques françaises commercialisées dans ces points de vente qui sont très bien développées en termes de nombre de points de vente, mais aussi leur présence en ligne qui est assez impressionnante. L'accès au marché, donc je pense qu'envisager sur le court moyen terme une présence physique, c'est essentiel. Donc, elle passe par la collaboration avec un distributeur importateur ou bien un agent représentant, parce que ça rassure vraiment les acheteurs, les acheteurs de magasins de pouvoir avoir un interlocuteur qui a une adresse physique aux États-Unis, qui peut faire une facturation en dollars, et puis qui travaille aussi sur un réseau horaire qui va pas, qui est plus facile, hein, bien sûr, que si on est basé en France ou ailleurs. Ensuite, bien sûr, vous pouvez travailler en direct et ça, on vous le recommande, surtout auprès des grands comptes. Par exemple, Williams-Sonoma, eux, c'est un groupe tellement important avec plus de 600 points de vente qu'ils ont plusieurs bureaux de sourcing dans le monde. Ils en ont un en Italie qui va gérer toute la relation avec les fournisseurs français. Et là, ils préfèrent aussi ils acceptent un paiement en euros, en ex-works. Donc c'est pas. Mais en règle générale, lorsque vous travaillez à des Américains, il faut pouvoir avoir. On travaille en direct et on fournit bien sûr des prix DDP. Et puis bon là, les e-commerçants. Bien sûr, pour pouvoir travailler avec eux, il faut pouvoir avoir un stock de marchandises sur le sol américain. Donc ça, c'est essentiel, sachant qu'ils vont pas acheter de marchandises. Ce sont vraiment des pure players. Leur but, c'est de vendre un maximum de produits et présenter un maximum de marques à leurs consommateurs. Et du coup, ils peuvent pas acheter de manière ferme. Donc, c'est à vous, en tant que marque française, de pouvoir mettre en place un stock de marchandises sur le sol américain auprès d'un logisticien 3PL. Nous, on est en relation avec de nombreux logisticiens, certains qui travaillent habituellement avec des petites marques françaises, qui ont des tarifs aussi beaucoup plus bas que certains grands géants de la logistique. Donc, il faut pas que ça représente un frein. Bien sûr, c'est un investissement de mettre en place un stock, puisque ça représente aussi création d'une adresse, paiement des taxes, mais vous avez certains partenaires logisticiens qui vont pouvoir vraiment vous aider de A à Z dans ces démarches-là. Et on a plusieurs success stories qu'on a pu partager au fil des années d'entreprises qui ont franchi le pas. Donc, n'hésitez pas et nous, on peut vous aider à ce niveau-là. Et puis, pour finir, en fait, voilà, c'était quelques conseils et recommandations. Je pense que ce sont des conseils et recommandations qui peuvent être relevant pour les différents marchés, hein, les différents produits, de la mode aux cosmétiques, mais c'est particulièrement le cas pour les produits de décoration et le mobilier. Pensez bien à adapter votre offre. Donc, par exemple, quand on parle de linge de lit, il faut pouvoir s'adapter aux tailles américaines qui sont pas les mêmes qu'on peut trouver en France ou ailleurs. Donc, voilà, si vous ciblez une clientèle plutôt au Texas et en Californie, il faut pouvoir proposer du King, du Queen, mais aussi du California King en size. Ensuite, puis même la tête d'oreiller, hein, par exemple, ici aux États-Unis, la taille rectangulaire est beaucoup plus populaire que la taille carrée qu'on peut retrouver en France. Au niveau des arts de la table, pour donner un autre exemple, le set de couteaux, il est vendu aux États-Unis par 4, alors qu'en France, on le retrouve en général par 6. Et ça, c'est la même chose pour les assiettes. Et puis aussi pouvoir s'adapter en termes de bien se renseigner au niveau des normes. Hein. Donc ça, c'est essentiel avant de pouvoir approcher des partenaires potentiels. S'assurer que votre produit, par exemple, s'il est luminaire, qu'il est aux normes, et particulièrement s'il est vendu en retail ou auprès d'hôtels, par exemple. Donc là, il faudra au moins avoir une norme comme la norme UL. Et puis pour le mobilier en bois, là, il faut faire des tests aussi pour vous s'assurer, pour pouvoir prouver en fait que votre produit, il va pas
favoriser la contamination du pays avec des insectes. Je dis ça, mais c'est une vraie réglementation et donc ça, il faut vraiment pouvoir prouver que votre produit il est aux normes avant de contacter des partenaires potentiels. Vos supports de communication, site internet, présent sur les réseaux sociaux, tout ça, ça doit être mis à jour en anglais et ça, c'est quand même essentiel parce que la première chose que les Américains vont faire après que nous, on leur envoie un email, c'est d'aller voir votre site internet et voir si vous êtes en fait prêt à l'export. Un site internet en français, ils vont se dire, bon, en fait, cette entreprise, elle débute à l'export, elle n'est pas prête et donc c'est dommage. Donc vraiment, et nous, on a une équipe de communication spécialisée justement dans l'approche Amérique du Nord, donc n'hésitez pas à nous contacter. Grille tarifaire en USD/DDP, donc ça paraît quand même logique, mais nous on le répète encore assez souvent que envoyer une grille tarifaire en euros à un prospect américain, c'est pas suffisant, sauf s'ils ont un bureau de sourcing en Europe par exemple. Être réactif, donc voilà le remerciement, l'envoi d'échantillons, de cotations, faire le suivi. Donc ça, c'est essentiel pour pouvoir travailler dans la durée avec des comptes clients. Et puis pour finir, être friendly, mais toujours professionnel. Donc, et ça, on parlait au début de présentation. Ici, aux États-Unis, on s'appelle tous par son prénom et il y a plus de Dear Mister, whatever. Mais on reste quand même professionnel et cordial et ça, c'est essentiel pour pouvoir créer des relations sur le long terme. Et je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup à toute l'équipe pour les présentations successives. Donc, on a beaucoup parlé d'adaptation, d'adapter ses produits, d'adapter ses prix, de bien maîtriser les incoterms, de présenter les guides de prix en DDP, en XWorks, en CIF, etc. Donc, tout ça, ça peut paraître un langage un peu compliqué pour les personnes qui nous écoutent. Eh bien, nous, on a monté un programme d'accompagnement pour vous permettre de mieux vous préparer pour aller sur le marché américain. Donc, c'est le Scale Up USA dont je vais vous présenter le contenu aujourd'hui. Donc, le programme, il est conçu en 4 phases et il est fait pour durer toute l'année 2021. Donc, dans un premier temps, nous prendrons le temps de nous entretenir avec vous lors d'un point conseil marché pour évaluer vos produits et vérifier qu'ils sont bien adaptés au marché américain. On fera un diagnostic de votre entreprise pour vraiment vérifier que chaque composante de votre entreprise est déjà prête à aller à l'export. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez tout de même participer aux ateliers de préparation justement pour vous permettre de monter en compétence sur les différents éléments qu'on a abordés tout au long de la présentation. Ça peut paraître un peu compliqué parce qu'il y a eu beaucoup d'informations qui vous ont été données dans un court délai. Maintenant, nous, on vous propose de vérifier tout ce qui est réglementaire, l'environnement juridique, d'avoir des conseils de logistique pour pouvoir aborder le marché américain de façon plus sereine. Donc, ce sera un programme qui sera couplé entre des sessions collectives et individuelles et qui vous permettront d'adapter chaque composante de votre entreprise, donc vos produits, votre communication, votre stratégie et votre business model de façon à ce qu'ils correspondent à ce qui est attendu par des acheteurs américains. Enfin, nous terminerons ce programme avec des rencontres avec des acheteurs aux États-Unis, donc avec des panels d'acheteurs qui pourront vous faire un retour sur vos produits. Donc, tout d'abord, on vous permettra de mieux pitcher votre produit sur le marché américain. Mais il y a une façon de s'adresser à des acheteurs quand on va sur ce marché. Ils ont l'habitude d'avoir un certain nombre d'informations. On parlait tout à l'heure là du site internet qui serait en anglais. Et bien, tout ça, ce sont des choses sur lesquelles il faut être prêt avant de pouvoir approcher un acheteur. Nous, on vous propose de vous préparer pour ces éléments-là et ensuite de pouvoir rencontrer des acheteurs qui pourront par la suite vous faire des retours sur vos produits et éventuellement commencer les premières étapes de négociation avec vous. Donc, ce programme, on le fait en partenariat avec l'entreprise Chrysalide qui est présente aujourd'hui et qui va
approfondir sur la partie développement stratégique qu'elle mènera en atelier collectif dans le cadre du programme. Donc, Valérie, je te laisse prendre la parole. Bonjour à tous. Alors, j'essaye de mettre ma vidéo. Vous voyez quelque chose là ou pas? Bon. Je regarde si on me voit. On t'entend très bien en tout cas. Ok. Bon, ben écoute, on fera comme ça. Je suis Valérie Cléricia, donc cabinet Chrysalide. J'ai créé le cabinet en 2014 et la mission principale, c'est d'accompagner les entreprises pour celles qui veulent se créer d'abord, à créer leur activité et ensuite à la développer. Et dans le développement d'une entreprise, on peut arriver au stade où effectivement on a envie d'exporter. Et mon rôle dans ce programme-là, c'est de faire le lien entre les ateliers de préparation Business France et la rencontre avec les acheteurs, parce que ces ateliers-là vont vous permettre de connaître les spécificités du marché américain. Mais pour moi, enfin, pour nous, il est important de travailler sur la façon d'adapter votre entreprise avant de rencontrer les acheteurs. Donc, on va travailler sur la stratégie go-to-market. L'idée globale, c'est de vous aider à vous positionner sur le territoire martiniquais américain et savoir comment adapter votre business. Ensuite, on va travailler sur les prix à l'export parce que vos prix actuels ne seront pas les prix que vous allez présenter aux acheteurs américains. Il ne s'agit pas juste de faire une conversion d'euros en dollars. C'est bien plus compliqué que ça. Et puis, enfin, on va travailler sur le business plan pour pouvoir définir votre positionnement sur le marché et bien sûr, et surtout, s'assurer de la viabilité de votre projet. L'idée n'est pas d'exporter pour exporter, mais exporter pour que ça vous apporte quelque chose et que vous puissiez dégager du revenu pour votre entreprise. Et puis aussi apprendre du vocabulaire spécifique pour vos échanges justement avec les acheteurs potentiels. Ah non, je n'entends plus. Merci Valérie. Avec plaisir. Donc, ce programme d'accompagnement vous est proposé dans le cadre de la Team France Export. Donc, on a vu toutes les étapes qui vous permettront d'arriver à cette rencontre avec les acheteurs. Et ce sont c'est un accompagnement donc, qui est facturé, mais qui peut être financé par différents partenaires de la Team France Export, donc le ministère des Outre-mer, mais aussi par le plan de relance des activités à l'export. Donc, tout cela, nous en tenons compte dans les accompagnements que nous proposons. Et suite à la rencontre que nous aurons avec vous, nous pourrons établir exactement le coût de l'accompagnement pour chacun. Nous proposons aussi tout ce qui est plaquette de communication. On a bien précisé que dans chaque secteur d'accompagnement, chaque secteur d'activité que nous avons abordé aujourd'hui, nous avons bien précisé que la communication, il fallait vraiment s'y attarder quand on parlait d'exporter aux États-Unis. Et donc, pour cela aussi, nous avons prévu un accompagnement qui vous permettra de bien vous adresser à chacun des acheteurs. L'objectif de cet accompagnement, c'est vraiment pour vous de pouvoir avoir toutes les clés de réussite pour ensuite vous exporter sur le marché américain et même pouvoir réutiliser les astuces que vous aurez eues durant tout cet accompagnement pour les répliquer sur d'autres marchés, puisque le marché américain est un marché déjà assez complexe. Voilà. Donc, vous avez ici tous les contacts en région en fonction de l'endroit où vous êtes localisé. Donc, ce sera moi pour la Martinique, Vanessa Victorin, Raïssa Goubenkern pour la Guadeloupe et Patricia Calu pour la Guyane. Je vous invite chaleureusement à nous contacter
pour avoir plus d'informations sur tous les sujets que nous avons abordés, mais également sur l'accompagnement Scale Up USA que nous lancerons aujourd'hui. Vous avez tout en bas de la slide le lien pour vous inscrire à cet accompagnement. Donc, vous trouvez plus d'informations sur le site teamfrance-export.fr/outre-mer. Donc, des informations sur mesure pour les entreprises de nos régions. Voilà. Je vous remercie tous pour votre participation. Je remercie toute l'équipe Amérique du Nord pour cette présentation aujourd'hui. L'esprit gagnant, c'est CI Martinique.